Bonjour Claude Hartmann. Bonjour Constance. Vous êtes le directeur d'électricité de Mayotte, on ne vous présente plus. Vous êtes venu ce matin avec de super bonnes nouvelles, puisque le plan pluriannuel de l'énergie est redescendu de Paris pour Action. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire un certain nombre d'investissements, je pense déjà aux biocarburants et aux travaux de petites terres. Absolument. Donc Matignon a validé la programmation plurielle de l'énergie mahoraise, envoyée, on s'en rappelle, c'était en novembre, par la préfecture et le CD qui ont la main sur le sujet. Et elle est revenue donc validée avec toutes ses composantes. On va pouvoir faire du photovoltaïque, 13 MW de plus, c'est plus de la moitié de ce qu'on a déjà, plus 50% de ce qu'il y a aujourd'hui, donc formidable. Bien sûr, c'est sur appel d'offres, hein, ça reste à être fait, mais c'est déjà une très bonne nouvelle. Le bioliquide, absolument. Donc vous avez votre argent pour les travaux du quai de Petite Terre. En fait, il va falloir que moi je demande au régulateur, maintenant que c'est fait, de bien vouloir couvrir ses frais. Mais ça ne posera pas de problème puisqu'il était dans la boucle dès le départ. Donc oui, c'est le feu vert pour démarrer ces travaux. Avec Badamier qui sera en pôle position parce qu'on se rappelle, c'est un peu plus simple, on n'a qu'un tuyau à poser. Badamier d'ailleurs qui mérite actuellement une visite parce qu'on est en train de changer les 4 cheminées. Les vieilles cheminées de Badamier sont en train d'être déposées pour en mettre 4 nouvelles avec ce qu'on appelle des pots catalytiques qui permettent de nettoyer les fumées un peu plus. Et donc c'est un chantier pharaonique de 16 millions d'euros et dans lequel d'ailleurs on augmente la taille des ateliers, on augmente la taille des bureaux. C'est presque comme une nouvelle centrale alors qu'elle a 40 ans d'existence. Donc Badamier renaît, va passer au bioliquide, c'est une excellente nouvelle, et Logoni passera ensuite dans un deuxième temps. Et puis on a aussi l'appel d'offres pour déterminer qui construirait la future tranche 2028, celle qui permettra de ne pas avoir de pénurie dans 3-4 ans. Ça aussi, ça a été validé. Alors ce qui est validé, c'est l'appel d'offres. Donc il y aura un appel à concurrence. Et les concurrents pourront se positionner. Parce que quand vous étiez venu la dernière fois, vous aviez expliqué que la validation de ce fameux PPE se ferait en 2 fois. Une première tranche d'urgence, entre guillemets, qui incluait tout ce que vous venez d'expliquer, et que la seconde tranche, celle de 2028, c'est-à-dire l'avenir, la validation arriverait un petit peu plus tard dans l'année. Dans l'année. Et donc là, on a eu tout d'un coup. Tout ça, c'est des urgences, tout ce que je viens de dire. Tout ça, il faut démarrer maintenant. 2028, c'est demain. On ne veut pas les scénarios de l'eau, on ne veut pas les scénarios des scénarios de pénurie. Donc il faut commencer maintenant. Donc on est tout juste à temps d'ailleurs. Hein. C'est très bien que cette bonne nouvelle soit arrivée. Dans ce même document, il y a aussi des études pour aller plus loin. Il y a la prise en compte du forage pour vérifier la faisabilité de la géothermie. Excellente nouvelle également. Oui. Là, on est dans l'avenir plus lointain, mais c'est une très bonne nouvelle. Il y a de l'argent pour faire cet essai, ce premier forage pour vérifier qu'il y a bien le potentiel. Il se ferait où ? Petite Terre. Petite Terre, parce que c'est la zone la plus susceptible. Il n'y a pas de risque avec notre joli volcan d'aller le titiller un peu ? Le volcan est très loin et en fait, c'est des installations, comment dirais-je, c'est des couches qui sont là depuis des milliers d'années. Et la question, c'est est-ce qu'il y a de l'eau en quantité suffisante, puisqu'en fait, pour chauffer et avoir de la vapeur, il faut sortir de l'eau chaude. Et donc, c'est ce test-là à vérifier si on a bien de l'eau chaude, et non pas un volcan. Il n'est pas question d'aller chercher le volcan, il est question de chercher l'eau chaude. Ça va exploser la petite terre. Donc ça, c'est très bien. Il y a une autre étude intéressante aussi sur est-ce qu'on peut faire du photovoltaïque sur le lagon. Donc, à vérifier avec les parties prenantes environnementales si cette idée est possible. Techniquement, c'est le cas, a priori, mais il faut voir la faisabilité, j'ai envie de dire, dans l'environnement. Et les conséquences environnementales, puisque je me souviens qu'avait été aussi évoquée la possibilité de mettre des panneaux sur la retenue collinaire de Combagny, mais que ça posait des problèmes pour la nidification d'un certain nombre d'oiseaux. C'est vrai, mais ce projet est toujours vivant, avec un concurrent qui essaye de faire ça. Peut-être ça se fera un jour. En tout cas, là, ce serait sur un petit morceau du lagon. À voir, à suivre. Et enfin, c'est vraiment un document assez complet, même s'il est dans l'urgence, c'est de dire les bornes de véhicules électriques qui arrivent. Il va falloir qu'elles soient pilotées. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour Mayotte, puisque ce n'est pas le cas en métropole. Piloter, ça veut dire que la recharge plein pot ne sera possible qu'aux heures où il n'y a pas d'heure de pointe électrique, entre guillemets.
Donc le matin, par exemple, on peut avoir tiré un maximum de la borne, mais le soir à 18h, le plein se prendra un peu plus de temps parce qu'on va limiter la quantité. Et donc finalement utiliser ces bornes comme régulateur de la courbe de charge de la journée et faire en sorte qu'il n'y ait pas de congestion électrique parce que tout le monde se chargerait en même temps que les marmitaries, en même temps que la clim, en même temps que la lumière, le soir à 18h, 20h. Mais du coup, on roule avec sa petite voiture électrique toute la journée pour aller au travail, même pour travailler. À 18h, on se branche dans l'espoir que le lendemain matin, à 6 ou 7 heures, voire 5 ou 4, quand on monte dans sa voiture, la voiture soit chargée pour ne pas tomber en panne au carrefour suivant. Si elle n'a pas été rechargée, ça ne sert à rien tout ça. Et je pense qu'on va s'habituer très bien à Mayotte au véhicule électrique. D'autant que l'énergie sera décarbonée du côté Bien sûr. amont. On s'habitue très bien. Pourquoi? C'est qu'avec un plein, aujourd'hui, on fait, je ne sais pas moi, 3 fois, 4 fois le tour de Mayotte. Qui est-ce qui fait 4 fois le tour de Mayotte dans sa journée? Personne. Donc on aura tous la possibilité, ceux qui travaillent, de se charger tranquillement au bureau ou devant l'administration ou au supermarché, ou à domicile pour ceux qui ont la chance d'avoir un endroit, un parking fixe avec une prise pas trop loin. Mais je pense que le succès des prises au bord de la route sera nul. Parce qu'en fait, peut-être pour les 2 roues, peut-être, mais les voitures n'ont aucune raison de perdre une demi-heure ou 1 heure de temps à attendre une recharge, alors qu'on utilisera à peine 10%, la plupart, même moins que ça, du potentiel. Moi, personnellement, je fais 10 km, 12 km par jour. Là, moi, avec un plein électrique, j'en ai pour 15 jours. Il n'y a pas de souci, vous voyez ce que je veux dire? Donc il ne faut pas imaginer le problème ni de l'autonomie ni de la recharge. Ici, ça va être juste d'anticiper suffisamment, peut-être se brancher tous les soirs, j'en sais rien. Comme ça, on est toujours plein, on n'a pas ce souci. Même si finalement la charge se fait au ralenti. Elle se fera peut-être à minuit au lieu de 8 heures si EDM envoie un signal de maîtrise de l'énergie à 18 heures. Mais elle se fera dans tous les cas. Claude Hartmann, le 23, si je ne me trompe pas, conseil de surveillance de l'entreprise. C'est quoi un conseil de surveillance et qu'est-ce qu'il faut en attendre? Alors notre conseil de surveillance, c'est un peu comme un conseil d'administration. C'est les actionnaires qui... ma foi, écoute, questionne, réoriente le directoire, puisque nous avons un directoire à EDM avec mon collègue Michel Olivier et moi-même. Et donc, c'est le moment où les actionnaires, finalement, jalonnent la vie d'EDM. Celui qui arrive là est important, puisque c'est celui qui couvre toute l'année 2022. Donc, on aura les bonnes nouvelles. 2022, par exemple, le fait qu'on ait eu 0 accident du travail, ça fait 6 ans que ce n'était pas arrivé. C'est une extraordinaire nouvelle. Absolument. Le fait qu'on a très peu d'absentéisme à EDM, c'est une boîte qui se porte bien sur le plan social, même si de temps en temps on a des grèves. Mais bon, la réalité, c'est aussi celle-là. Des nouvelles peut-être plus difficiles. Financièrement, on a aujourd'hui... alors, financièrement, ça va très bien. Vous savez qu'EDF a perdu 17 milliards, c'était dans les journaux. EDM, comme tous les ans, va pouvoir rémunérer ses actionnaires. On est au-dessus de la ligne de flottaison, bien sûr. Mais on a 2 petits nuages à l'horizon. Un premier, c'est autour de la rémunération des capitaux investis dans le réseau. C'est-à-dire qu'en fait... le réseau aujourd'hui, construire du réseau rapporte moins que de construire des productions. C'est comme ça. C'est quoi? Pardonnez-moi, mais là, ça devient jargonneux. Qu'est-ce qu'une production? Ça veut dire que si j'ai de l'argent, j'en ai. Tant mieux. Ouais. Est-ce que je vais construire une ligne électrique pour distribuer le courant, ou est-ce que je vais construire une centrale? Eh bien, c'est plus intéressant aujourd'hui de construire une centrale, ce qui n'est pas normal. On devrait être prêt à l'équilibre. Et donc, on a un sujet avec le régulateur pour revaloriser un petit peu les investissements de réseau. Et on a un deuxième sujet qui arrive, c'est les augmentations salariales suite aux négociations annuelles obligatoires de 2022, qui ont été assez conséquentes, on s'en rappelle. Plus de 10%. Plus de 10%, font qu'on a quelques soucis d'effectifs, d'embauche. Alors, c'est pas non plus la disette, mais on est moins à l'aise qu'on a pu l'être pour 2023 que les années précédentes. On est passé de 300 salariés. En septembre 2022, on a dépassé les 300 salariés. Bon, et c'est définitif, EDM est en croissance. Bien sûr. Mais voilà, 300 salariés. On avait l'habitude d'embaucher une vingtaine de nouveaux collaborateurs tous les ans. Ça peut être un peu plus compliqué cette année du fait de la masse salariale telle qu'elle se présente. Or, il y a des besoins? Il y a toujours des besoins, forcément. Une entreprise en croissance, avec tous les projets que nous avons, bien sûr qu'il y a des besoins, évidemment, c'est clair. Alors, en parallèle de tout ça, donc
Claude Hartmann, vous avez quand même un préavis de grève depuis le début du mois de mars des organisations syndicales de votre entreprise qui demandent à ce que les mesures, en gros, décidées lors de la grève que l'on a tous subi, vécu, avec vous pendant les fêtes de fin d'année, soient mises en œuvre. Oui, alors bon, c'est un préavis qui court depuis le 7 mars et jusqu'au 31. Pour l'instant, il n'a pas donné lieu à de grève dans les fêtes. C'est le prix, parce que les syndicats sont autorisés à poser des préavis sans nécessairement les actionner. Donc on est dans cette phase-là. Mais vous êtes en phase de négociation? Alors oui, on a négocié une première fois dans le cadre du préavis. Cet après-midi, on se retrouve pour jalonner un petit peu ce mouvement qui n'en est pas un. Mais bon, après tout, il y a des revendications, donc autant en discuter. Sachant que la revendication principale tourne autour des 2 disciplines qui sont engagées maintenant sur des personnes qui ont participé aux exactions, on ne va pas préjuger, mais qui d'après les dossiers, sont présumées avoir, exactement. Et c'est quoi la demande des organisations syndicales? C'est que s'il est prouvé que des agents d'EDM ont participé à casser, en employant des termes que tout le monde comprend, à casser le matériel d'EDM, vous avez dit que vous vouliez des sanctions pour plusieurs raisons, parce que, 1, ça pénalise le contribuable, et 2, ça pénalise aussi l'usager. Vous maintenez cette position, Claude Hartmann? Complètement. Avec, je mettais guillemets, un regret. Les 2 personnes actuellement incriminées, c'est nous qui avons vu les actes dans notre propre cour. Des actes de coupure, mais qui ont été perpétrés devant nos yeux, sans l'analyse et l'appui de la force publique. Les dépôts de plainte que j'ai pu faire de Noël au 12 janvier, finalement, nombreux, détaillés, avec des endroits, des lieux, des heures et d'autres informations, n'ont pour l'instant rien donné. Donc on n'est que sur du constat interne qui n'est pas de nature, et tant mieux sans doute pour les salariés en question, qui n'est pas de nature à avoir des sanctions extrêmes. Moi je regrette de ne pas savoir qui a mis le feu au poste à Tahiti-Plage. Je regrette de ne pas savoir qui a coupé nos clients de nuit plusieurs fois. Parce que la pédagogie voudrait, je pense, qu'on aille au bout de cette démarche. Pour l'instant, je ne le peux pas parce que le réseau de distribution, il est grand, il couvre tout Mayotte. Les exactions ont eu lieu à droite, à gauche. Et les gendarmes nous avaient bien aidés, mais ça s'est enlisé par la suite. Et à date, je n'ai pas de nouvelles du dossier. Donc vous ne savez pas où en sont les enquêtes pour ce que vous n'avez pas vu de vos propres yeux dans la cour de l'entreprise? Exactement. Alors, bon, je pense qu'on va déposer une nouvelle plainte, puisque les 3 mois réglementaires sont passés. Une nouvelle plainte pour, cette fois, avoir accès au dossier et demander la nomination d'un juge d'instruction, puisque c'est le droit d'un justiciable de déposer une nouvelle plainte s'il estime que les avancées n'ont pas été suffisantes. Et je pense que c'est ce que nous allons faire dans les prochains jours. Vous pouvez nous rappeler, parce que vous l'avez déjà dit ici même sur ce plateau, Claude Hartmann, mais vous pouvez rappeler combien a coûté à l'entreprise l'ensemble des exactions commises pendant cette grève, au-delà de ce qui n'est pas chiffrable, c'est-à-dire tout ce qui a cassé dans les maisons des gens et qui n'ont pas pu vous remonter les informations? Alors effectivement, cette partie-là, on ne la connaît pas, de même qu'on ne sait pas les réalisations qui n'ont pu être faites. J'ai des entreprises qui n'ont pas pu travailler, l'eau qui n'a pas pu être distribuée, etc. C'est des choses que je ne sais pas mesurer. De mon côté, j'en ai pour un peu plus de 500 000 €. Et finalement, je reviens aux emplois. Ça représente bon an, mal an, 8 ou 9 emplois également sur une année. Que vous ne créerez pas, du coup. En tout cas, je n'ai pas cet argent est parti. En fumée, c'est le cas de le dire. Oui, puisque comme c'est du matériel de production, il faut réparer de suite, même si ce n'est pas prévu dans les budgets prévisionnels pour permettre la continuité d'exploitation. Dans les échanges que vous avez avec les syndicats, ce sont des sujets qu'ils comprennent? Pas bien, parce qu'on a une forme de fin de non-recevoir en disant de leur part, c'est pas nous. Alors,
moi, je suis toujours surpris parce que c'est des coupures qui ont commencé le premier jour de grève, qui se sont arrêtées le dernier, exactement. Et qui, depuis, n'existent plus. Mais bon, voilà, c'est ça la démarche. Et du coup, il n'y a pas de on n'est pas d'accord, c'est pas nous. C'est d'autres, c'est des gens incontrôlés ou que sais-je. Donc, c'est une discussion qu'on n'arrive pas à avoir vraiment, finalement. Claude Hartmann, pour finir sur une note positive, maintenant que votre plan pluriannuel de l'énergie est validé, votre première action pour le déployer, ça va être laquelle ? Alors, je recrute un chef de projet parce qu'il y a plein d'investissements liés au bioliquide qui est en cours. Là, je cherche cette personne. Et en même temps, on travaille en bonne intelligence avec notre partenaire et fournisseur actuel, Total, puisque finalement, le bout de tuyau à poser dans la baie de Badamier est le frère jumeau du bout de tuyau actuel qui sert à passer le gasoil, le jet, l'essence. Et donc, on va faire une copie. Et donc, vous travaillez en partenariat. On travaille ensemble, histoire d'avoir un peu les mêmes matériaux, les mêmes connectiques et sans doute le même prestataire, puisqu'il y a des plongeurs, je ne sais pas si vous saviez ça, qui très régulièrement, une fois par mois, finalement, raccordent le bateau qui arrive de manière sous-marine. Ils le raccordent juste en face du dépôt pétrolier de la SMSPP à Petite-Terre. Et ben voilà. Et donc, il y aura un deuxième raccord bientôt. Et donc, plus de travail encore pour ces plongeurs experts. Exactement. Merci beaucoup, Claude Hartmann. Merci et très bonne journée. À vous aussi. Et à très vite pour des bonnes nouvelles. On en attend toujours, parce que quelquefois, elles nous manquent, ces bonnes nouvelles. Okay. La vie n'est pas toujours simple. J'essayerai. Allez, c'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, à la suite de nos programmes.